On va passer à la suite de cette émission, un moment que vous attendez tous. Comme chaque semaine, on a le plaisir de recevoir un invité d'Internet qui vient nous parler de son rapport à la politique. Et cette semaine, nous recevons Sébastien Carassou. J'étais sûr qu'il viendrait avec son livre. Salut Sébastien. Comment tu vas? Eh ben super, c'est mon premier talk show. C'est ton premier talk, t'as jamais été invité sur un talk? J'ai jamais été invité sur un talk show. Ouais. Ça fait très bizarre, je suis pas dans ma zone de confort. Ah, moi, je t'ai entendu à la méthode scientifique. Mais c'est pas un talk show. Bah non, mais il y a un micro, voilà, c'était sur non, mais je parle dans l'émission plein sur de France micros, Q. mais le C'est fait le de truc d'Étienne partager Klein. son avis sur des trucs, ça c'est pas un exercice sur lequel je suis très habitué. Ouais. Eh ben écoute, bienvenue à toi. Eh ben, Mets-toi merci. bien. Non, c'est bon, le micro il est allumé. Calmez-vous, tout se passe bien. Nous sommes des professionnels. Donc Sébastien Carassou, tu es vidéaste spécialisé dans la science et l'espace. Tout à fait. Tu es docteur en astrophysique, Oui. un doctorat à l'Institut d'astrophysique de Paris. Tu es connu notamment parce que tu as cofondé la chaîne Sense of Wonder avec Étienne Ledollet. Tout à fait. Tu es également cofondateur du collectif Conscience qui essaye de promouvoir la culture scientifique. Tu as fait plein d'autres trucs, je ne vais pas faire toute la liste, mais tu es quelqu'un qui depuis 2015 fait vivre les sciences sur YouTube, c'est bien ça? Eh ben j'essaye en tout cas. Je suis pas tout seul et j'essaie de faire des projets les plus collectifs possibles, sauf quand j'écris des bouquins, dans ce cas-là je suis tout seul. Mais, Alors tu as écrit un bouquin récemment, montre-le-moi, donne-le-moi. Voilà, il s'appelle Le Cosmos et nous, et c'est un livre qui parle de questions existentielles qu'on se pose, que moi je me pose depuis tout petit, qui vont de sommes-nous seuls dans l'univers à de quoi sommes-nous faits. L'union de la gauche. L'union de la gauche, ouais, c'est le dernier chapitre d'ailleurs. Comment unir la gauche? On a une fin ouverte quand même. C'est à la fois des divagations et un état de la science, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de faire une espèce d'état des lieux de qu'est-ce que la science du 21e siècle a à nous dire sur les questions existentielles, dans quelle mesure elles peuvent nous en dire, parce qu'au final, les sciences, elles ne répondent pas à tout non plus, quoi. Elles n'ont pas toutes les réponses, et elles ne prétendent pas avoir toutes les réponses, mais c'est aussi voilà, une manière de montrer comment la science elle fonctionne, comment elle s'est opérationnalisée pendant l'histoire. Comment Et, t'es passé, voilà. du sujet astrophysique, espace, à plus globalement le travail scientifique? Parce que c'est devenu ça maintenant, ce que tu fais beaucoup. C'est vrai. Alors moi, j'ai toujours été assez éclectique enfin, je suis assez curieux, une espèce de curiosité maladive, quoi. Mais j'ai du mal à rester dans un seul sujet pendant très très longtemps. Ça a été très dur de faire une thèse pour moi parce qu'il faut rester sur une même question pendant 3 ans. Et en fait, le fait d'écrire un bouquin, ça m'a donné l'opportunité d'assouvir sa curiosité là et de prendre des cours en philosophie des sciences, en histoire des sciences, en biologie, en plein de trucs qui sont pas du tout de mon domaine de base, mais que j'avais besoin pour des raisons très personnelles, quoi. J'avais envie de répondre à mes questions d'enfant. Ouais. En même temps, dans le domaine de la vulga, t'es bien tombé parce que finalement, c'est Absolument. ça, vulgarisateur sur YouTube. Mais C'est- tout à fait. Donc, tu es comme moi, tu consommes des vidéos tout le temps, t'apprends plein de trucs en permanence parce Ouais. que t'adores ça. Ouais. Eh ben, écoute, c'est cool. Écoute, tu sais qu'ici sur Backseat, c'est une émission, on parle de politique. Donc je vais te poser la question que je pose toujours à mes invités parce que c'est ce que j'ai envie de savoir au fond. Et toi, Sébastien, toi, la politique? Alors moi, la politique, j'ai un rapport assez idéaliste à la politique. C'est-à-dire que la manière dont je me suis politisé, je me considère comme quelqu'un d'engagé, mais la manière dont je me suis politisé, elle est essentiellement via des bouquins de militants ou des bouquins de théorie politique. Donc C'est pas banal. Donc oui. philo-politique, c'est Ouais, ça, le côté surtout de la réflexion. philo-politique, Ok, ouais, d'accord. ouais. Donc il n'y a pas un événement, un mouvement social? Il y a plein de choses. D'accord. Quand j'étais petit, moi je viens d'une famille de droite, voire d'ultra-droite. Ça parlait politique à la maison Ça ou pas? parlait politique, mais en mode gros réac, tu vois. Donc, à l'adolescence, naturellement, je me suis construit Engagé en aux jeunesses réactance marxistes. face à ça. Mais après, j'ai C'est eu, pas si naturel j'ai eu que un ça, parcours intellectuel et politique assez particulier. Je suis passé par le complotisme à un moment, je suis passé par le transhumanisme, je suis passé par l'altruisme efficace. Je crois que t'en as déjà parlé, ça, de comment t'es passé par le complotisme et Ouais, comment t'en es j'en ai revenu. parlé dans un article du Monde à un moment, qui a fait un petit buzz, je ne m'y attendais pas trop. Mais ouais, j'ai eu... Ça, c'est très intéressant. C'est assez chaotique, en fait, ma vie intellectuelle, mais à chaque fois, je suis revenu des milieux dans lesquels j'ai été, et je me suis essentiellement radicalisé sur Internet à chaque fois. Et comment c'est intéressant. Est-ce que tu continues encore aujourd'hui à changer comme ça? Est-ce que tu perçois chez toi des changements, des mouvements? Tout le temps. Tout le temps, ok. Ouais. Les derniers mouvements dans lesquels j'ai été physiquement, c'était des mouvements rationalistes, et ensuite je suis revenu de ces mouvements-là. Et là, en ce moment, dans ma nébuleuse idéologique, il y a un peu d'écologie décoloniale, il y a du féminisme radical, il y a de plein de choses. Et tu sens que tu pourrais en revenir aussi un jour?
Probablement, ouais. En fait, si je me base sur mon histoire personnelle, j'ai toujours changé, j'ai toujours été fluide dans ma manière de penser. Donc ouais, Comment tu te décomplotises? Comment je me décomplotise? Je sais même pas si c'est le bon terme. C'est une longue histoire. Moi, je suis arrivé au complotisme via un documentaire qui s'appelait Zeitgeist. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était les trucs classiques. Le 11 septembre a été fait en interne, etc. Le truc de il y Mathieu avait plein d'autres Kassovitz. termes. Et à la fin, il y avait une suite à Zeitgeist. C'était Zeitgeist 2. Comment construire une utopie techno-communiste basée sur les plans d'un ingénieur américain. Voilà, c'était assez ouf. Et en fait, ça m'a beaucoup plu, cette manière de construire une utopie. Et j'ai passé pas mal de temps sur les forums autour de cette communauté-là. En général, le complotisme, ça a tendance à dépolitiser les gens. Moi, ça m'a politisé un petit peu. Mais j'ai fini par en sortir pour plusieurs raisons. Ça n'a jamais été un seul facteur. Ça a mis des mois à sortir. En même temps, tu as fait un doctorat en astrophysique. Il y a un moment, la raison, la science... Ouais, mais c'était bien avant. Moi, j'étais en prépa quand je suis sorti de ces trucs-là. C'est pas parce que tu es très dans la raison, la science, machin, que t'es pas perméable au truc complotiste. Bien sûr. Complètement. C'est comme les grands scientifiques qui sont archi religieux. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais oui, en fait, on m'avait jamais appris à faire du du tri, à faire de l'épistémologie, à trier le vrai du faux. Moi, je me plaisais dans le rayon ésotérisme de ma bibliothèque comme dans le rayon science, tu vois. Donc, je faisais pas le tri. On dirait que tu as presque une démarche expérimentale de ton travail de recherche. Genre, tu dis, j'ai envie de comprendre les complotistes, je vais devenir complotiste. Alors, je me suis pas dit ça comme ça. Non, mais j'ai l'impression que tu me donnes un peu cette impression, tu vois, genre comme si tu dois aller au cœur du truc pour le comprendre. Ouais, j'aime une beaucoup démarche faire ça. scientifique en fait. En fait, tous les mouvements intellectuels dans lesquels je me suis investi, c'était un peu l'idée en fait. Je me suis jamais arrêté parce que au final, quand tu finis par lire les critiques d'un mouvement, si t'es de bonne foi en général, t'as toujours des critiques pertinentes. Ouais. Et du coup, moi je garde un recul critique face à tous les mouvements dans lesquels je me plonge, mais ça m'empêche pas de m'y plonger à cœur joie. C'est rare parfois en politique ça. Ouais. Le recul critique par rapport au mouvement dans lequel tu t'engages. Ouais, mais je fais super gaffe à ça parce que j'ai extrêmement peur des étiquettes. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on te donne une étiquette, et surtout quand tu as une image publique, t'es toujours associé à ça. Non, je pensais pas tant à ça qu'à la notion d'adhésion à une lecture du monde, parfois qui peut aller jusqu'au dogmatisme. Ça peut arriver. C'est vrai. Alors ça, les sciences me m'aident pas mal à ce niveau-là, parce que les sciences, c'est aussi d'avoir plusieurs modèles pour expliquer un même objet. Donc, et chaque modèle a ses limites. Voilà, donc pour moi c'est quelque chose de naturel, ou en tout cas si on a une honnêteté intellectuelle, c'est vers ça qu'on devrait tendre idéalement. En pratique c'est loin d'être aussi simple. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui demandait si t'es pas quelqu'un d'influençable. Je suis très influençable, ouais. Et c'est une qualité ou un défaut? J'en sais rien. T'es curieux quoi. Ouais, je suis curieux, ouais. Et, ça c'est une qualité. Je pense que c'est une qualité, ouais. Mais ouais, du coup, je me fixe jamais sur un truc. Et en fait, l'obstacle que ça peut avoir, c'est que ça m'empêche de mettre mon corps à la contribution pour militer pour une cause. Donc voilà, ce que je fais en pratique, c'est que tout ce que je consomme et dont je vois une espèce d'intérêt, j'ai tendance à le partager sur les réseaux, essentiellement sur Twitter. Donc je partage pas mal de contenu engagé sur Twitter. Et bon, personne m'a fait chier jusqu'à présent là-dessus parce que j'avance un petit peu à couvert. Et puis mais ouais, Comment tu analyses le rapport entre politique et science? La science, elle est politique, hein, parce qu'elle on vit dans une société et donc forcément. Tu vois, je le disais tout à l'heure. Voilà, non, mais il est vrai. C'est pour ça qu'on est obligé d'être à côté, là. Je sais pas, il y a des problématiques de financement de la recherche, il y a des dynamiques de domination, de pouvoir dans le milieu de la recherche même. Moi, en tant que jeune chercheur, tu le vois, le truc dans la précarisation des métiers de chercheur. Il y a une enquête d'Adelcombe qui va sortir en janvier prochain, là, qui s'appelle « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Et j'ai très très hâte de lire ça, parce que moi, je l'ai pas vécu directement, mais autour de moi, j'ai plein d'amis qui sont vraiment broyés par ce système-là. Mais justement, puisque tu disais, je veux pas d'étiquette, et puis parfois ça m'empêche aussi peut-être de m'engager physiquement dans des mouvements, parce que je me dis, tiens, je pourrais en revenir. Là, c'est pour le coup, les mouvements de défense de l'université, défense des chercheurs, des budgets, et puis même de la manière dont on traite aussi les chercheurs, avec les contrats, la précarité, etc. Ça, c'est un truc dans lequel tu pourrais
peut-être t'engager concrètement sans avoir beaucoup trop de scrupules. C'est vrai. Alors j'ai fait quelques manifs pour la science à une certaine époque. Hein. Je ne suis pas très manif, mais j'en ai fait. Mais c'est vrai que je pourrais m'engager plus là-dedans. Mais disons que j'ai plein d'intérêts et plein de trucs que je considère importants. Et en fait, c'est de prioriser les trucs que je considère importants qui est difficile pour moi. Est-ce que tu trouves qu'il y a parfois une sorte de mépris de la part du pouvoir politique à l'égard du monde scientifique ? Énormément. Surtout au niveau des sciences sociales et humaines. Enfin, les SHS, quoi. Enfin... oui, l'islamogogie. Au moins, la la physique et l'astrophysique, ça fait rêver tout le monde. Moi, j'ai la chance d'avoir cet effet de halo là, qui fait que ça fait rêver. Donc, il y a une espèce de... Il n'y a pas besoin d'avoir un mouvement de réactance de la classe politique face à ça. Et puis, on a des gros télescopes, on a des gros trucs et tout. Moi, je suis super jaloux. Les influenceurs sciences, c'est comme les influenceurs histoire. Eux, ils ont le droit de se déguiser. Ils vont dans des endroits super stylés. Non, mais c'est vrai, on t'a vu en costume de cosmonaute. Mais oui, absolument. Nota Bene, il se met en chevalier ou je sais pas quoi. Tu pourrais toi, tu fais quoi? Tu pourrais te déguiser en Georges Marchais ou en Chevènement. Tu vois bien que ça marche pas. Ce serait ridicule. Mais Sébastien, tout à l'heure, tu as dit la science est très politique. Il y a aussi, depuis quelques années, quand même aussi une politique très scientifisée. Je pense notamment à la crise du Covid, où on a même eu un conseil scientifique aux lèvres duquel on a été pendu pendant des jours entiers à attendre de savoir. Même le président de la République en personne disait « Je ne prendrai aucune décision tant qu'ils ne diront pas ». C'était au début de la crise. C'était au début, on a aussi la question de la lutte contre le climat, avec un appel permanent au respect de la parole des scientifiques. Pour le climat, si possible. J'ai dit quoi, contre le climat? Contre le climat. On n'est pas contre le climat ici. Mais justement, sur le côté, là aussi, le GIEC. Le GIEC, enfin, tu vois, est-ce que le politique se repose sur les scientifiques, oui ou non? Pas assez? Trop souvent? Bah alors, c'est difficile de faire des généralités, mais ouais, je pense que quand ça l'arrange. Dans le cas du climat, c'est vachement... pour le coup, le GIEC fait un boulot de malade. L'IPBES fait pas mal aussi de boulot sur la biodiversité, mais elle n'est pas mise aussi en avant que le GIEC. Après, c'est pas parce qu'on a des recommandations scientifiques qu'on en fait quelque chose, en fait. Le GIEC, il fait des rapports depuis des décennies et on continue à émettre du CO2. C'est 40 milliards de tonnes de CO2 par an à l'échelle mondiale. On a eu 26 COP. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est pas... Mais est-ce que, parce que tu l'as dit, t'es passé par des mouvements rationalistes, etc. T'as déjà entendu des revendications de gens qui donnent tout le pouvoir aux scientifiques, ils ont les solutions? Ah si, c'est très technocratique. Et qu'est-ce que t'en penses de quoi? Aurélien Barraud disait un peu ça à un moment. Il y a un moment, Aurélien Barraud disait ça, ouais. La démocratie, oui, il avait une critique de la démocratie. En disant la démocratie n'est pas capable de régler le problème du climat. Ouais, mais c'est toujours un truc, c'est toujours un discours d'experts en fait. C'est des experts qui valorisent la parole des experts et qui valorisent les experts. Ils disent que le monde irait mieux s'il était gouverné par les experts. T'écoutes des managers ou des financiers, ils disent que le monde irait mieux s'il est gouverné par des financiers. Bah c'est ça. Bon il n'est pas gouverné par des experts. Ça c'est sûr. On parle depuis tout à l'heure de ta vie de chercheur et de scientifique. Moi je serais chaud de parler un tout petit peu de la politisation de l'espace parce que c'est quand même un peu ta spécialité. Yes. J'ai lu moi qu'en 2019 Macron avait tenu un discours expliquant que l'armée de l'air française allait se doter d'un centre de commandement spatial et être rebaptisé Force aérienne et spatiale. Donc un peu c'est notre Space Force à nous quoi. Ouais c'est ça, le relan un peu Star Wars qui était quand même très années 80 tout ça, et puis là il y a une espèce de relan. Tu trouves qu'on est bon nous en France là-dessus sur la question du spatial, qu'on a bon je sais pas si on est bon, qu'on a un rôle à jouer en tout cas. En tout cas il y a une espèce de regain de politisation du spatial, en termes géopolitiques quoi. Il y a les Russes qui commencent à envoyer des missiles pour détruire leurs propres satellites. L'Inde fait pareil, la France fait déjà ça, les États-Unis pareil, et il y a vraiment un risque de militarisation de l'espace non contrôlé. En fait, en 69, il y a eu le traité de l'espace qui interdisait les armes atomiques dans la haute atmosphère et dans l'orbite basse. On n'a pas la même chose. Il y a des essais qui ont été faits quand même. Il y a des essais qui ont été faits quand même, bien sûr, jusqu'à 69. Et par contre, ce traité-là, il dit rien de la militarisation des armes conventionnelles. Et aujourd'hui, on a c'est un peu flippant parce qu'on a plein de méga constellations de satellites qui arrivent, qui sont des enjeux stratégiques aussi, et qui peuvent avoir un énorme coût déjà environnemental sur la recherche scientifique, mais aussi
stratégique sur le GPS. Si on n'a pas de GPS dans une société, c'est difficile, on perd des sous. Il y a un autre élément qui est intéressant et qui est récent dans l'histoire du spatial, c'est que pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, le spatial était la chasse gardée des États, de leurs investissements publics, notamment les programmes Gemini, Apollo américains très bien connus, les soviétiques aussi de leur côté, la fameuse course à l'espace qu'on a tous appris au lycée, l'Europe de son côté qui a développé le programme Ariane, mais à chaque fois c'était des puissances publiques, c'était des États. Et puis il y a, dans le XXIe siècle, est arrivé ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire toutes ces start-up en fait, qui ont des modes de financement privés, qui développent des technologies, qui développent des nouvelles fusées, des nouveaux moteurs, des nouvelles solutions, etc. Le plus célèbre d'entre eux est probablement Elon Musk avec le succès incroyable de SpaceX. C'est pas le seul, Jeff Bezos aussi développe ces trucs. Ça aussi, c'est politique. Le caractère, le mode de financement et de décision en fait. Mais le fait que des milliardaires utilisent leurs sous pour pouvoir s'envoyer en l'air littéralement, moi ça me défrise en fait. Je trouve qu'on devrait divertir ces ressources vers des choses beaucoup plus utiles. Malheureusement, il y a zéro organe de régulation qui permet ça aujourd'hui et ça me désole un petit peu. Par contre, il y a une espèce de nouveau Far West en fait dans l'orbite basse terrestre qui est complètement pas régulé. Et nous en astronomie, on n'aime pas du tout ça, notamment pour cette question-là des méga constellations de satellites. Donc SpaceX prévoit d'envoyer. Qu'est-ce que c'est une méga constellation? Une méga constellation, c'est des milliers de satellites qui tournent autour en orbite basse de la Terre et qui forment un réseau pour, donner un internet plus rapide, faire des streams plus rapides, jouer à des jeux vidéo, je sais pas. Mais voilà, c'est zéro régulé pour l'instant. Il y en a 5000 dans l'orbite basse terrestre aujourd'hui. Il y en a 40 000 de plus qui devraient arriver dans les décennies à venir. Et c'est flippant parce que ça peut avoir des conséquences assez environnementales assez importantes et aussi sur la recherche scientifique. En fait, c'est des trucs qui nous privent du ciel nocturne, qui est quand même une ressource symbolique importante pendant toute l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, on commence à nous priver de ça. Et c'est un peu flippant. Gaspard. Oui, il y a des paradoxes aussi, je trouve. Tu vois, le plus célèbre astronaute français en ce moment, il y a la starification autour de Thomas Pesquet, qui prend des photos, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le plateau, mais des photos sur Twitter de la forêt amazonienne, ce genre de choses, etc. Alors que lui-même, ça a coûté, c'est un coût environnemental de dingue de l'envoyer dans sa station. Enfin, il y a aussi cette question-là, en fait, c'est le syndrome Yann Arthus Bertrand, on appelle. Qui va en avion pour dire franchement, après, on pollue. Pour le coup, Thomas Pesquet et puis les gens de l'ISS, là, on est sur de la recherche publique, donc qui a pour but d'améliorer les connaissances sur l'humain, sur la médecine, sur plein de trucs. Donc il y a plus de 200 expériences scientifiques dans l'ISS. Donc on n'est pas sur juste des milliardaires qui veulent créer des hôtels dans l'espace. Donc pour moi, c'est plutôt là qu'il faut aller voir. Il y a une question morale, c'est-à-dire qu'effectivement, envoyer une fusée pour s'envoyer en l'air quand tu es un milliardaire, c'est une pollution inutile, alors qu'effectivement, envoyer des chercheurs dans l'orbite, ça a du sens, parce que la recherche justifie peut-être un peu de pollution, mais... mais puis au final, l'ISS, c'est un lancement pas tous les 3 mois. Plus c'est rare. On est loin du satellite de télécommunications, etc. Bien sûr. Mais je sais plus ce que je voulais dire. C'était super intéressant. Moi, je suis pour que... j'espère qu'il y a des mairies communistes qui vont envoyer des enfants dans l'espace qui n'ont jamais vu l'espace. J'espère qu'on en arrivera là aussi un jour. Il y en a marre que ce soit que les riches qui aillent dans l'espace. Ce serait marrant. Non, puis c'est aussi géopolitiquement, et tu l'as dit, c'est aussi les pays émergents. MGS. Il n'y a plus que le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie et l'Europe qui envoient des fusées. Maintenant, l'Inde, le Pakistan, la Chine, évidemment, ont des programmes, d'ailleurs des programmes extrêmement financés du côté des Chinois. Il y a un gros enjeu de soft power, en fait. On est vraiment revenu dans la guerre froide. Et pas que de soft power, c'est aussi une question, mais c'est aussi parce que cet après-midi, j'écoutais et j'ai streamé la conférence de presse d'Emmanuel Macron sur la présidence française de l'Union européenne, qui rappelait un des axes majeurs de développement de l'Union européenne ces derniers temps, c'est l'autonomie stratégique, ne plus dépendre, en gros, des autres. C'est déjà le cas en matière de défense pour la France, historiquement, le gaullisme, etc. Mais là, c'est aussi, par exemple, le système de GPS européen, Galileo, c'est aussi une volonté de ne plus avoir à dépendre des satellites américains pour se guider quand on est en Europe, pour des raisons militaires, etc. Donc l'espace est aussi un enjeu de souveraineté. C'est clair. Et peut-on en vouloir en l'Inde et à la Chine? Non, mais c'est vrai, de faire. Il y a vraiment deux faces à l'espace. En fait, il y a des gens qui me disent pourquoi est-ce qu'on envoie des trucs dans l'espace, c'est coûteux, etc. Alors qu'on a des problèmes bien sur Terre. Il y a deux types d'espace. Il y a l'espace qui, pour moi, est l'espace qu'on devrait promouvoir, qui est un espace où symboliquement les peuples se rejoignent. Enfin, pour moi, l'ISS, c'est une réussite à cet égard-là. En termes de coopération internationale, exactement. C'est fabuleux, bien sûr.
Et il y a à peu près plein. Il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine. Enfin, non, pas la Chine, justement. C'est un domaine où la coopération internationale est quand même assez efficace, quoi. Mais exactement. Et puis, il y a ces enjeux de souveraineté et de géopolitique qui moi, m'inquiètent, quoi, tout simplement, parce qu'on n'a pas à avoir une espèce d'épée de Damoclès en permanence de missiles qui peuvent venir de 300 km d'altitude. Enfin, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Il y a des lanceurs de missiles installés dans l'espace ? Pas encore, mais j'en sais rien, en fait. Il y en a peut-être. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que historiquement, le développement de l'espace, c'était d'abord des missiles. C'était des missiles intercontinentaux. Il fallait pouvoir tirer depuis l'URSS. Donc, en fait, on a développé les V2 notamment. Enfin, ça, c'était les Allemands, les V2. Mais après, l'URSS a développé des missiles qui étaient capables d'aller taper Washington depuis le territoire soviétique. Et donc, en fait, c'est ces moteurs-là qui, ensuite, c'est devenu de la science plus du militaire. Werner von Braun. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, tu as raison. Mais d'ailleurs, tu l'as rappelé. Alors, déjà, il y a du spatial militaire déjà depuis longtemps, notamment en termes de renseignement. De bons vieux satellites espions qui prend des photos de chez Watt. On l'a vu pendant la guerre froide. Et puis récemment, les Russes qui ont annoncé un tir avec succès. Ils ont réussi à péter un satellite. Il se trouve que c'était un des leurs. Mais ça a fait flipper beaucoup de monde. Ils ont mis en danger leurs propres astronautes. C'est ça qui est fou. Et par ailleurs, ils ont mis en danger. Oui, non, mais normalement, tout le monde le fait. Enfin, tout le monde faisait des tests. C'est juste que là, ils n'avaient pas prévenu et c'était dans l'orbite du truc et il y avait des débris. Mais il y en a d'autres qui ont déjà fait ça, faire péter leur satellite. Évidemment, mais ça pose un problème sur le long terme, sur les décennies à venir, qu'on appelle le syndrome de Kessler, où l'idée, c'est plus tu augmentes le nombre de débris spatiaux dans certaines orbites, plus le risque de collision accidentelle au fil des décennies augmente de manière exponentielle. Et en fait, ça peut rendre des orbites inutilisables ou beaucoup plus risquées. Et en fait, voilà, c'est aussi un commun qu'on détruit, quoi. Il y a un patrimoine, il y a un capital qu'on entame, quoi. Exactement. Sébastien, il t'aura pas échappé qu'il y a une élection présidentielle dans quelques mois. Je pense que tu es au courant. Est-ce que tu entends des candidats dans les débats publics que tu lis, etc. Est-ce que tu entends des positionnements politiques sur ce sujet-là ? Sur ce sujet-là, je t'avoue que je me renseigne très très peu sur l'actualité au quotidien sur ces trucs-là. T'as vu Hidalgo, essentiellement pour me préserver, parce que je trouve qu'on vit dans un climat extrêmement anxiogène sur plein de points. En fait, je trouve que mon seul lien avec la politique politicienne, c'est vraiment ouvrez l'Élysée et ouvrez les guillemets tous les lundis. Voilà. Mais il y a Backseat aussi le jeudi, si tu veux. Il y a Backseat le jeudi. Non, mais j'ai commencé à regarder Backseat depuis que je sais que je suis invité. Mais ouais, ça. D'accord. J'ai envie de me préserver. C'est vrai que le spatial est très absent. Je ne sais pas si vous avez entendu. Alors moi, j'ai entendu le meeting de Jean-Luc Mélenchon du coup dimanche dernier. Il en parle, lui, où il a expliqué que la France est parfaitement capable de faire ses propres fusées. Il n'y a pas besoin de l'Europe et que ça m'a beaucoup inquiété quand il a dit ça. Le côté Ariane. Je trouve que le spatial est assez présent. On a Jupiter, on a Zemmour qui est parfaitement lunaire. Mélenchon a un discours quand même. Il a un discours contre la militarisation de l'espace. Ouais, c'est vrai. Il en parle, quoi. C'est vrai qu'il en mais parle. Finalement, en fait, il n'y a que lui et Macron qui en parlent, quoi. Mais d'ailleurs, attends, en plus, ils sont engueulés récemment avec Fabien Roussel parce qu'il a dit qu'on allait pouvoir tirer des missiles depuis l'espace sur les centrales nucléaires françaises et que ça mettait en danger tout le monde. Oh là là. Ce à quoi Roussel a répondu, mais c'est irresponsable de dire ça. Il y a des salariés du nucléaire qui. Bref. Encore un sujet de division à gauche. Ça leur donnera des idées. Les missiles spatiaux.